En 2 mots, je vous présente Pascale. Donc, Pascale est à ce stade chercheuse postdoctorale, senior postdoc, comme on dit en anglais. Donc, Pascale, elle est beaucoup de choses en même temps. Elle est d'abord et avant tout microbiologiste. C'est ça qui a fait l'essentiel de sa formation, à la fois son master en Suisse et puis sa thèse dans le laboratoire de Wolf Dieterhardt, l'école polytechnique de Zurich, en fait, ce qu'on appelle l'ETH, dans le département de microbiologie. Et puis, donc, elle est venue en postdoc dans mon laboratoire il y a combien 4 ans 4 ans. On se connaissait déjà avant parce qu'elle avait fait sa maîtrise déjà avec nous en microbiologie moléculaire. À l'époque, elle était en échange avec l'école normale supérieure à Paris. Donc Pascale, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel parce qu'en fait, elle mène 3 vies en même temps. Elle est microbiologiste fondamentaliste et elle travaille donc dans le contexte de cette interface microbe-nutrition et monde des systèmes expérimentaux. Mais ça l'ennuyait un petit peu de faire uniquement ça. Et comme c'est une grande amoureuse de l'Afrique, et elle avait d'ailleurs au début de ses études fait des séjours en Éthiopie, au Tchad, donc elle a toujours eu cette affinité pour le continent africain et pour la santé des populations, en particulier des enfants en Afrique. Elle a décidé de se lancer dans, au fond, elle m'a un peu tordu le bras, mais j'ai pas eu beaucoup de mal à accepter, une étude clinique sur ce qui s'appelle l'entéropathie environnementale pédiatrique et elle vous expliquera dès le début ce dont il s'agit et vous verrez ensuite comment l'application des techniques modernes de séquençage et d'informatique permet de faire avancer dans la compréhension de ces pathologies. Mais ça lui suffisait pas non plus parce qu'elle trouvait que de faire de la recherche translationnelle, ça nécessitait aussi un cadre un peu d'organisation et de réflexion. Et donc, elle a décidé de faire une maîtrise de santé publique en même temps qu'elle a faite à l'école de santé publique Pasteur-CNAM à Paris. Et donc maintenant, elle a ces 3 vies qu'elle arrive à conjuguer entre 2 voyages à Bangui ou à Madagascar. Elle fait ses manips, elle analyse ses datas. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc pour ça, elle est tout à fait reconnue dans l'environnement du labo et ailleurs, parce qu'elle a vraiment un esprit d'organisation fabuleux. Et elle a reçu, je voulais vous le dire, parce que c'est quand même important, l'année dernière maintenant, le prix L'Oréal des femmes dans la science, qui était un moment assez émouvant et qui, pour ce qui me concerne, était tout à fait mérité. Donc voilà, Pascale va vous présenter un travail qui est un peu une illustration, je dirais, de comment on applique toutes ces nouvelles techniques à la compréhension d'une maladie qui, pour l'instant, un syndrome en tout cas, qui était très mal connu. Merci Pascale. Bonsoir. Donc, tout d'abord, je viens remercier Philippe pour me donner la possibilité de présenter mes recherches, ou plutôt nos recherches ce soir. Et comme Philippe le disait, donc dans mes études de postdoctorat, je m'intéresse à la physiopathologie de la malnutrition chronique et de l'entéropathie environnementale, et cela surtout dans 2 différents pays, donc à Madagascar et en Centrafrique. Et ces recherches s'inscrivent dans un grand projet qui s'appelle le projet Afribiota et que je vais vous présenter en plus de détails un peu plus tard. Donc tout d'abord, pour vous expliquer un peu plus ce qu'est la malnutrition chronique. Donc la malnutrition chronique est une malnutrition qui est, comme le nom le dit, quelque chose qui est à long terme. Donc ce n'est pas que l'enfant il a une infection, il perd du poids, mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui forge en fait un état de malnutrition chronique. Et cette malnutrition se manifeste dans ce qu'on appelle un retard de croissance, ou en anglais on l'appelle stunting. Et pour illustrer un peu ce concept de retard de croissance, je vous ai mis une photo de 2 filles. Donc normalement on dirait une grande fille et une petite sœur. Par contre, en fait, ce qui est le cas en réalité, c'est que c'est des jumeaux. Dans une, en fait, celle à gauche a été adoptée aux États-Unis, tandis que celle à droite est restée au Guatemala. Et comme vous voyez, en fait, celle à gauche, elle a eu des conditions de vie beaucoup meilleures, avec une nutrition beaucoup plus équilibrée, elle a donc pu développer tout son potentiel de croissance, tandis que celle à droite, en fait, elle a probablement eu des infections à répétition, une nutrition beaucoup moins équilibrée, et elle a donc
pu expériencer ce qu'on appelle un retard de croissance. Donc elle n'a pas eu en fait les moyens pour vraiment développer tout ce qu'elle était capable de croître normalement. Donc bien sûr, on n'a pas à chaque fois en fait un jumeau qui va partir à l'autre bout du monde, et donc pour vraiment pouvoir déterminer est-ce qu'un enfant est malnutri ou pas, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, vous voyez sur la photo un groupe d'enfants en Tanzanie, et avec la craie, il y a quelqu'un qui a marqué sur le mur derrière eux la taille que ces enfants devraient normalement avoir pour leur âge. Et vous voyez que l'ensemble de ce groupe en fait est plus petit que ce qui devrait être. Par contre, maintenant, si on les regarde juste comme ça, c'est un peu difficile à dire. Est-ce que c'est encore normal? Est-ce que c'est peut-être des enfants qui ont déjà des parents qui sont petits? Ou est-ce que c'est vraiment en fait ce qu'on appelle la malnutrition chronique? Et pour répondre à cette question, on a besoin de plusieurs outils. Donc, sur le terrain, on utilise des toises très précises avec lesquelles on regarde la taille de chaque enfant. Après, on utilise aussi les actes de naissance pour avoir une date exacte de naissance. Donc, on s'en aperçoit peut-être pas, mais surtout en Afrique, la date de naissance est plutôt relative. Et comme c'est important pour la malnutrition chronique de la savoir, on s'est pas mal cassé la tête à Madagascar et à Bangui pour avoir ces dates. Et après, on utilise aussi des abacs spéciales qui indiquent en fait la taille normale d'un enfant pour différents âges. Donc, ces abacs, ils ont été établis par l'OMS et ils sont basés sur un groupe de 800 enfants qui ont été pris ou recrutés un peu partout dans le monde. Et ce qui était propre à ces enfants, c'est que c'était des enfants avec des fonds génétiques différents, mais chacun de ces enfants a vécu dans un environnement en fait quasi parfait. Donc, il était nourri au sein, il a eu accès à une bonne nourriture, il a eu accès à des traitements quand il était malade. Et ça a donc donné en fait une normale ou une moyenne en fait de ce que devrait être la croissance d'un enfant à un âge donné. Et à partir de ça, on a après calculé des déviations standards. Et ici indiqué en jaune, on voit que si la taille de l'enfant qu'on mesure ici est au moins 2 déviations standards en dessous de cette moyenne calculée, on dit que l'enfant il est malnutri chronique ou qu'il a un retard de croissance modéré. Et si c'est au moins 3 déviations standards en dessous, on dit que l'enfant il expérience une malnutrition chronique sévère. Et avec ces outils, on a fait un peu l'inventaire partout dans le monde, déjà depuis les années 90. Et comme vous voyez ici, vous avez les millions d'enfants qui sont affectés. Ici, vous avez la prévalence et ici, vous avez les années en fait, où les mesures ont été prises. Et on voit tout de suite que globalement, en fait, il y a une petite descente de la prévalence de la malnutrition chronique et aussi les chiffres d'enfants qui sont affectés diminuent. Par contre, si on se focalise sur l'Afrique, on voit que même si la prévalence elle baisse un tout petit peu, le chiffre d'enfants qui sont affectés il augmente. Et ceci est le cas parce que l'Afrique elle expérience toujours une explosion de population. Et ceci juste pour dire qu'il ne faut pas se laisser tromper par cette graphique ici. C'est un problème, un réel problème, et surtout en Afrique. Et à ce jour, il y a toujours un quart de tous les enfants qui ont moins de 5 ans qui sont affectés par la malnutrition chronique dans le monde. Et de ces enfants, il y a 90% qui vivent soit en Afrique subsaharienne, soit en Asie du Sud-Est. Et sur ces cartes, vous avez les pays colorés selon un code. Donc, les pays qui sont le plus sombres ont le plus de cas de malnutrition chronique. Et que vous voyez ici en Centrafrique et à Madagascar, on est vraiment dans 2 des pays les plus affectés. Et effectivement, dans les 2 pays, on a presque un enfant sur 2 qui sont atteints de la malnutrition chronique. Donc, la malnutrition chronique, ce n'est pas que la taille, c'est aussi beaucoup d'autres choses. Comme Philippe Sansonetti l'a dit, en fait, ça peut aussi avoir des conséquences à long terme, par exemple sur le cerveau. Donc, ces enfants, ils ont un développement cognitif qui est ralenti ou même en fait diminué. Et en même temps, ils ont aussi un risque augmenté de tomber malades, ce qui veut dire qu'ils tombent dans une sorte de cycle vicieux. Ils sont plus malades, ils perdent encore plus de poids. Et c'est vraiment en fait un cercle vicieux qui se met en place. Et comme on a vu tout à l'heure, la malnutrition chronique est le plus prévalent dans les 1000 premiers jours. Mais là, c'est un mot de caution que j'aimerais vous donner parce que tout le monde parle des 1000 premiers jours, donc de la conception à 2 ans. Mais ceci ne veut cependant pas dire qu'à 2 ans, tout va bien et l'enfant, en fait, il peut être dans des conditions horribles et ce n'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de différents organes qui se forment aussi après.
Il y a le système immunitaire qui continue de se développer. Il y a aussi en fait différentes autres fonctions qui se développent après. Et donc, même que les 1000 premiers jours sont peut-être les plus importants, ceci ne veut pas dire qu'après, il ne faut pas que les enfants ne sont pas regardés de très près et qu'on essaye d'avoir vraiment les meilleures conditions pour les faire croître. La malnutrition chronique, elle a différents facteurs de risque qui sont déjà connus. Donc, il y a bien sûr une nourriture qui est mal équilibrée, soit en macronutriments, soit en micronutriments. Il y a aussi les infections à répétition qui jouent un gros rôle. Et après, il y a aussi ce qu'on peut dire un peu facilement la pauvreté. Donc la pauvreté, c'est vraiment quelque chose qui affecte en fait la malnutrition dans tous ces états. C'est parce qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, c'est parce qu'ils sont exposés à des conditions non favorables. Donc ça a vraiment plein d'effets en fait à différents niveaux. Et après, il y a aussi un syndrome qui s'appelle l'entéropathie environnementale, qui est un syndrome qui est connu depuis très longtemps, donc depuis les années 60 voire avant, qui a eu plusieurs noms à différents endroits et qui est revenu un peu au centre de l'intérêt, je dirais, les 6-7 dernières années, en relation justement avec la malnutrition chronique. Et cette entéropathie environnementale est une inflammation chronique de l'intestin grêle. Elle est caractérisée par 3 points. D'abord que en fait, les villosités dans l'intestin sont complètement raccourcies. Donc ici, vous avez un intestin sain et vous voyez qu'il y a les villosités qui sont comme des petits doigts et qui augmentent la surface d'absorption, tandis que dans un intestin qui est malade, ces villosités sont complètement abrasées et donc la surface d'absorption est diminuée. Et donc même s'il y a beaucoup de nutriments qui flottent là au-dessus, la capacité d'absorber est diminuée. En même temps, le deuxième point de cette entéropathie environnementale, c'est une infiltration de cellules immunes. Donc, il y a une stimulation chronique du système immunitaire. Et troisièmement, on suspecte qu'il y a aussi une dysbiose, donc des changements dans la composition des bactéries qui vivent dans l'intestin. Et cette entéropathie environnementale est encore pas très bien étudiée, donc on n'a pas beaucoup de données pour vraiment dire combien d'enfants elle affecte dans le monde. Mais il y a plusieurs études qui ont été faites dans des pays en développement. Et ce qu'on a pu voir, c'est que même si c'est à différents degrés, il y a dans certaines régions presque tous les enfants qui sont atteints. Donc il y a bien sûr des enfants qui ont un intestin qui est vraiment complètement abrasé. Il va y avoir des enfants qui ont des villosités juste un tout petit peu raccourcies. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très prévalent. Donc, juste pour revenir très brièvement sur la dysbiose, dont vous avez déjà beaucoup entendu dans les cours précédents. Dans un intestin sain, nous avons des villosités qui sont séparées par le microbiote d'une souche de mucus. Et dans la dysbiose, ce mucus il est cassé. Vous avez les bactéries qui commencent à avoir accès aux tissus sous-jacents et qui commencent à interagir avec les cellules et qui peuvent mener à une atrophie villositaire. En même temps, on a aussi un changement au niveau du microbiote. Donc souvent, en fait, il est moins divers, donc en fait il y a moins de différentes bactéries qui sont présentes. Et en même temps, on a aussi une prévalence plus élevée de protéobactéries et une diminution des producteurs de butyrate. Donc le butyrate étant un élément très important dans l'intestin, comme on vient d'entendre tout à l'heure par professeur Sansonetti. Et ces dysbioses, en fait, ils sont présents dans beaucoup de maladies intestinales. Vous en avez parlé déjà de certains dans les derniers cours, et il semble que aussi l'entéropathie environnementale semble être justement en lien avec une dysbiose. Donc, juste avant de plonger dans les données, comme vous le savez, il y a différentes formes de malnutrition. Souvent, quand on parle de malnutrition, on pense à sous-nutrition. Mais en effet, une autre forme de la malnutrition, c'est la surnutrition, donc l'obésité. Et sur la sous-nutrition, nous avons 2 différentes catégories. Donc la malnutrition chronique, qui veut dire les enfants sont trop petits, et la malnutrition aiguë, qui veut dire souvent que l'enfant est trop mince. Et pour la malnutrition aiguë, il y a 2 formes. Il y a le kwashiorkor, qui est caractérisé par des œdèmes et qui est surtout dû à une carence en protéines, et le marasme, qui est en fait, disons, l'image classique d'un enfant malnutri, qui veut dire que l'enfant il a tout simplement pas assez à manger. Et ces sous-nutritions peuvent avoir comme raison 2 différents groupes de causes. D'abord, ça peut être que l'apport en nutriments n'est pas assez élevé, donc soit qu'il manque des macro ou des micronutriments,
ou alors que la dépense qui est faite au sein de l'écosystème est augmentée. Donc, par exemple, il y a des infections qui prennent de l'énergie ou qu'il y a en fait un changement au niveau de l'écosystème qui mène au fait que soit en fait, les nutriments ne peuvent pas être proprement dégradés ou qu'ils ne sont pas absorbés ou utilisés par quelqu'un d'autre. Et pour la suite de mon séminaire, je vais vraiment me focaliser sur la malnutrition chronique. Il y a beaucoup de recherches qui ont aussi été faites par d'autres groupes sur la malnutrition aiguë, mais vu que c'est un champ en pleine expansion, en fait, je me suis dit je vais me focaliser sur nos propres recherches et laisser ça peut-être pour un autre cycle de cours, une autre année à Professeur Sansonetti. Donc, ce qui m'intéresse moi surtout, c'est de comprendre en fait ces mécanismes de l'entéropathie environnementale. Comme je disais, c'est un syndrome où il y a encore beaucoup de choses qui restent nébuleuses. Donc, pour le moment, sauf qu'on sait que ça mène à une augmentation en fait, de la perméabilité de l'intestin, on est un peu sans biomarqueurs. Donc, il y a un test qui peut être fait qui est très très difficile et qui nécessite des analyses qui peuvent seulement être faites dans des laboratoires spécialisés. Sur le moment, il n'y a quasiment rien de connu sur les facteurs de risque de ce syndrome et on ne sait même pas ce qu'est l'étiologie exacte. Donc, en gros, on ne connaît pas en fait, d'où ça vient. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est environnemental et c'est pour ça qu'on a le nom. Par la suite, en fait, ce qu'on sait, c'est que, comme je disais, il y a une perméabilité augmentée dans l'intestin et il y a une translocation des pathogènes et donc une inflammation. Mais à part de ça, en fait, on est encore un peu dans le noir de ce qui concerne le détail de l'altération du microbiote et aussi les causes et conséquences moléculaires que ces changements peuvent avoir. Et donc, du coup, en fait, on s'est commencé à s'intéresser à toutes ces questions. Et comme vous vous imaginez, c'est quelque chose qui est très compliqué parce que la malnutrition chronique, je viens de le dire, il y a des effets sociaux, il y a des effets biologiques. C'est à une tranche d'âge où il y a le microbiote qui est en plein changement. Et en plus, en fait, il y a aussi la nutrition qui joue un rôle majeur. Donc, pour vraiment essayer de comprendre ce syndrome dans son intégralité et ne pas passer à côté des points vraiment importants, nous avons mis ensemble en fait tout un consortium de chercheurs. Donc, on travaille avec une psychologue qui est spécialisée dans le développement des enfants. On a une anthropologue médicale et son équipe, des épidémiologistes, des microbiologistes, entre autres moi, mais aussi beaucoup d'autres, des immunologistes et aussi des statisticiens. Et tous ensemble, on essaye vraiment de mettre en évidence les facteurs de risque pour l'entéropathie environnementale, de comprendre l'environnement social de ces enfants, de tester et valider différents biomarqueurs, de décrire la dysbiose et aussi de voir s'il y a des corrélations, par exemple avec le système immunitaire et aussi avec le développement des enfants. Et Afribiota est aussi un projet très international. Donc, comme je l'ai mentionné, on recrute des enfants à Madagascar et en Centrafrique. Et sur les deux sites, on travaille avec des hôpitaux locaux et avec les instituts Pasteur sur place, où il y a une partie des analyses qui est déjà réalisée. Après, ici à Paris, on travaille avec 2 hôpitaux qui font des analyses plus spécialisées. Il y a aussi pas mal d'expériences qui sont faites à l'Institut Pasteur par moi-même. Et après, on travaille aussi à Vancouver, où nous travaillons avec Brett Findlay, dont vous avez déjà entendu parler, et Laura Parfrey, qui est spécialisée dans les eucaryotes et qui nous aide à faire des choses plus spécialisées pour décrire le microbiote. Et dans Afribiota, en fait, nous recrutons des enfants entre 2 et 5 ans. Donc, on a choisi cette tranche d'âge parce que le microbiote, il est déjà un peu stable, tandis qu'il est en pleine, en pleine mise en place en fait, avant. Et sur les 2 sites, on recrute 460 enfants. Donc, on a 920 enfants au total qui sont inclus dans l'étude. Et on a commencé les recrutements il y a un peu plus qu'1 an. Et pour le moment, on a à peu près 90% des recrutements. Donc, si tout va bien ce printemps, en fait, on va finaliser les inclusions et on va pouvoir faire les analyses finales du projet. Les enfants qu'on recrute, ils sont repartis dans 3 différents groupes. Donc, des enfants qui sont sévèrement malnutris, modérément malnutris ou normonutris. Et comme vous voyez sur les 2 photos, celle-là de Bangui et l'autre de Madagascar, on voit que les enfants recrutés, ils sont vraiment issus de familles qui sont en difficulté économique. Et ce qu'on voit aussi, c'est que surtout à Madagascar, ces enfants, ils vivent quasiment dans les égouts. Donc, c'est vraiment des enfants qui ont des conditions de vie très, très difficiles.
Pardon. Voilà. Pour faire les différentes analyses, on prend d'abord les enfants et on fait un bilan clinique. Donc on regarde par exemple s'ils ont le VIH, on regarde aussi s'ils ont des maladies autres en fait, qu'on traite par la suite. On leur prend différents échantillons pour faire les analyses qui sont nécessaires pour les analyses. Et après, on pose aussi des questions, par exemple pour comprendre leur statut socio-économique, pour savoir ce qu'ils mangent d'habitude et pour aussi voir s'ils ont par exemple des carences en fer ou s'ils sont porteurs de parasites et pour déterminer d'autres facteurs qui nous indiquent quant à leur statut de l'entéropathie environnementale. Moi, personnellement, je coordonne, comme je disais avec Philippe, le projet et je m'intéresse scientifiquement surtout de 3 aspects. Donc, tout d'abord, les facteurs de risque de l'entéropathie environnementale et de la malnutrition chronique. Après, du système immunitaire mucosal, donc au niveau de l'intestin. Et après, surtout aussi sur l'écosystème de l'intestin, où je m'intéresse à la composition du microbiote pro- et eucaryote, au profil des selles biliaires et aussi au portage avec des pathogènes asymptomatiques. Et les questions qui guident mes recherches sont plusieurs. Donc, tout d'abord, en fait, c'est de savoir si la surcroissance bactérienne au niveau de l'intestin grêle, qui est le site même de crime de l'entéropathie environnementale, a un lien avec la malnutrition chronique et avec l'entéropathie environnementale. Après, est-ce que cette dysbiose de l'intestin grêle se reflète dans les aspirations gastriques ou les selles? Parce que comme vous pouvez vous imaginer, c'est assez compliqué d'aller dans l'intestin grêle. Donc si on peut soit prendre des selles, soit des aspirations gastriques, ce serait beaucoup plus pratique. Et finalement, comme on a vu, comme le microbiote il est influencé par toutes sortes de choses, je m'intéresse aussi à savoir qui sont les autres facteurs qui influencent sur le microbiote. Donc les infections subcliniques, le portage de parasites, les différents facteurs environnementaux, par exemple la nutrition, et si et quel est peut-être à travers le microbiote le rôle qu'il joue sur l'entéropathie environnementale et la malnutrition chronique. Et le dernier point, c'est un point que je trouve aussi assez excitant, même que c'est des pures corrélations, c'est de voir si on trouve des profils de microbiote en fait, qui sont associés soit avec des perturbations dans le système immunitaire ou aussi dans le développement cognitif. Par exemple, si on a un enfant qui a un développement cognitif qui est beaucoup plus bas que ce qu'il devrait avoir pour son âge, est-ce que du coup on le voit déjà dans son microbiote et est-ce que ces microbes sont différents d'un autre enfant en fait, qui a le même âge et qui a un développement qui est normal? Donc, pour répondre à toutes ces questions, je passe beaucoup de temps au laboratoire. Tout d'abord, avec les équipes sur place à Madagascar et à Bangui, on fait l'analyse de la surcroissance bactérienne. Donc, les équipes sur place, ils utilisent des techniques de cultivation des bactéries pour savoir qui poussent et combien il y a de bactéries en fait, qui sont présentes dans les aspirations duodénales. Et après, je fais aussi du séquençage à haut débit pour déterminer un peu plus en détail qui est là. Après, en fait, aussi sur place, on fait de la PCR quantitative pour regarder quels sont les parasites qui infectent ces enfants. Et en plus, je fais, comme je disais déjà, du séquençage sur différentes régions génétiques qui me permettent par la suite de trouver, par exemple, tous les bactéries, tous les eucaryotes ou tous les champignons qui se trouvent dans les échantillons que j'étudie. Après, avec des collègues au Canada, on fait aussi des analyses sur les selles biliaires, donc on regarde quelles sont les selles biliaires qui sont là, et finalement je regarde aussi les protéines qui sont sécrétées par le système immunitaire dans la lumière intestinale, et avec ça je peux en fait... pardon, c'est pas ma langue maternelle, donc là je pense en anglais. Je peux par la suite en fait m'imaginer comment le système immunitaire est affiché. Donc, est-ce que par exemple il y a une inflammation ou est-ce que le système immunitaire il est dans son état calme? Et de tout ça, en fait, on aimerait vraiment comprendre les dynamiques au sein de la dysbiose et aussi chercher d'éventuels biomarqueurs qu'on peut utiliser par la suite et mieux déterminer en fait l'entéropathie environnementale au chevet de ces enfants. Donc, comme je disais, on s'intéresse à l'intestin grêle qui est ici. Et l'intestin grêle, normalement, il a un microbiote qui est très différent de l'estomac et des selles. En tout cas, c'est ça qui est décrit. Et donc, du coup, pour mieux comprendre ce qui se passe, nous étudions le microbiote à 3 différents endroits, dans l'estomac,
dans le duodénum et aussi dans les selles, et nous les comparons les uns avec les autres. Et comme je vous disais, on suspecte que la surcroissance bactérienne au niveau même de cet intestin grêle joue un rôle. Et là, en fait, on travaille avec Jean-Marc Collard, qui est aussi présent ce soir avec nous dans la salle et qui guide les analyses sur la surcroissance bactérienne. Son technicien Louve et deux ingénieurs à Bangui, qu'à chaque fois en fait, qu'un enfant est inclus, prennent le liquide duodénal et le mettent sur différentes géloses. Et avec ça, en fait, ils arrivent vraiment à compter combien de bactéries étaient présentes dans le liquide qui était amené au laboratoire. Par la suite, ils font aussi des analyses de bactériologie classique, où ils regardent en fait la nature de ces bactéries et peuvent donc dire qui étaient les bactéries qui ont mené en fait à cette surcroissance. Et avec ça, on peut après voir est-ce qu'il y a une surcroissance. Donc une surcroissance est présente quand on a plus que 10 puissance 5 bactéries par millilitre de liquide. Et effectivement, aussi bien à Bangui qu'à Tananarive, en fait, on avait dans plus que 80% des enfants une telle surcroissance bactérienne. Et seul bémol de cette histoire, c'est que pour des raisons éthiques, on n'a pas d'aspiration duodénale chez les enfants normonutris. Donc pour le moment, on sait que les enfants malnutris, ils ont une surcroissance, mais on ne sait pas est-ce que c'est tous les enfants qui ont une surcroissance ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à ces enfants malnutris. Si on regarde qui sont les bactéries qui causent cette surcroissance, on voit qu'il y a beaucoup de bactéries orales, donc Streptococcus, des staphylocoques, Haemophilus et aussi des Neisseria. Et ça, c'est les résultats pour Bangui. Pour Madagascar, il y a un tableau très similaire qui s'affiche, donc il semble vraiment qu'il y a presque une signature microbienne en fait, qui est comparable et qui se trouve au niveau de ce duodénum des enfants malnutris. Si on compare avec les résultats qui sont issus du séquençage à haut débit, donc pour rappel, les premiers résultats étaient les bactéries qui se laissent vraiment cultiver. Ces résultats-là, c'est les remnants d'ADN en fait, qu'on trouve. On trouve les mêmes bactéries, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc ici en jaune, vous voyez en fait les bactéries qui étaient aussi les plus prévalentes quand on les a cultivées. Par contre, on trouve aussi tout un autre panel de bactéries qui sont parfois d'origine orale ou alors d'origine fécale. Et on trouve beaucoup plus de bactéries ici que dans la cultivation pour des raisons très simples, qui sont que ce n'est pas très facile de cultiver ces bactéries pour commencer, et que deuxième aussi, que la plupart de ces bactéries ont tête très similaire sur les géloses, et donc c'est difficile de vraiment faire la part entre deux bactéries sur la même gélose. Avant de plonger maintenant dans les résultats un peu plus spécifiques, je vais juste vous rappeler quelques notions en fait, de l'analyse des communautés. Donc, en microbiote, on parle beaucoup d'écosystèmes et de différentes communautés de bactéries, et on peut les comparer en fait de deux manières. Donc, d'abord, on regarde la diversité au sein de même échantillon, donc on parle de alpha-diversité, et là, on peut regarder la richesse d'un échantillon, donc combien de différentes bactéries est-ce qu'il y en a, et après, on peut aussi parler de homogénéité. Donc, est-ce qu'il y a des bactéries qui sont plus prévalentes que d'autres, ou est-ce que toutes les bactéries sont plus ou moins en fait, à la même fréquence? Et on peut mesurer ça avec des index. Donc, pour la richesse, on a un index qui s'appelle l'index Chao 1, et pour l'homogénéité, on a un index qui s'appelle l'index Simpson. Et après, on peut aussi regarder en fait, la similarité entre différents échantillons. Donc, par exemple, de regarder est-ce que les échantillons qui sont issus de l'estomac sont les mêmes que les échantillons qui sont issus des selles. Et ça s'appelle la diversité bêta ou la diversité entre échantillons. Et ce qu'on compare ici, c'est vraiment de regarder à quel point est-ce que ces échantillons sont dissimilaires, ou en d'autres termes, combien de groupes de bactéries est-ce qu'on a en commun. Donc, juste pour vous donner une idée, avant de vous montrer les résultats, pour le moment, en fait, on n'a pas encore tous les résultats d'Afribiota, mais on a quand même déjà 60 échantillons gastriques, une cinquantaine d'échantillons duodénales et à peu près 400 échantillons fécaux. Et avec tout ça, on arrive quand même à faire des belles statistiques et surtout, on a pu commencer à comprendre ce qui se passe au sein de ces écosystèmes.
Donc, pour la diversité alpha, donc la diversité au sein d'un même échantillon, ce qui m'intéressait en premier, c'était de savoir est-ce qu'on a en fait des différences entre les différents compartiments. Donc, si vous vous rappelez de l'image tout à l'heure, on voyait qu'en fait, il y a une augmentation de la quantité de bactéries de l'estomac au duodénum au sel. Et ce qui a été cru d'habitude, c'était aussi que les selles elles sont beaucoup plus diverses, donc on a beaucoup plus de différentes bactéries dans les selles que dans le duodénum. Cependant, quand on regarde nos échantillons, on voit ici les échantillons gastriques, duodénal et fécal. On voit qu'il n'y a pas vraiment de différence dans cet index CHAO1 qui nous indique la richesse. Donc, ceci pour dire qu'il y a à peu près le même nombre de différentes bactéries dans le duodénum qu'il y en a dans les selles. Et quand on regarde leur distribution, on voit par contre que tandis que dans le duodénum, on a beaucoup de bactéries qui sont là plus ou moins avec la même fréquence, dans les selles, on a des bactéries qui sont beaucoup plus prévalentes. Donc, on a ce qu'on appelle des bactéries en fait dominantes. Par la suite, j'ai regardé aussi s'il y avait des changements selon en fait le statut de malnutrition. Donc, comme vous vous rappelez, en fait, un des points importants d'une dysbiose, c'est souvent qu'il y a une diminution dans la diversité. Par contre, ici, juste dans les selles, on n'a pas vu en fait de différence selon le statut nutritionnel, ni dans le nombre de bactéries qui sont présentes, ni en fait dans l'homogénéité de l'échantillon. Donc, il semble que c'est une dysbiose qui est en tout cas peut-être classique dans certains des termes, mais pas dans toutes. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser plus à la dissimilarité entre les différents échantillons. Et pourquoi on a commencé à s'intéresser à ça, c'était au début que la plupart des études qui sont faites jusqu'à là, ils s'intéressent plutôt aux selles. Donc même les études qui étaient faites sur l'entéropathie environnementale, les chercheurs ils ont pris des selles parce que c'était beaucoup plus facile d'accès que de prendre des aspirations duodénales. Cependant, comme vous voyez ici sur cette image, où vous voyez en fait les échantillons gastriques en rouge, les échantillons duodénales en vert et les échantillons de selles en bleu, et où chacun des points représente un échantillon, vous voyez qu'il y a comme deux groupes. Donc il y a les selles qui sont de ce côté, et il y a les aspirations gastriques et les aspirations duodénales qui sont de l'autre côté. Ce graphe, qui est ce qu'on appelle un PCOA, en fait, il montre les échantillons qui sont le plus similaires, proches l'un de l'autre, et ceux qui sont le plus dissimilaires, très éloignés. Et donc, du coup, on peut voir que, tandis que les aspirations gastriques et duodénales sont assez similaires, les aspirations et les selles, en fait, ils sont très dissimilaires. Donc, ceci nous dit déjà que si on fait une étude seulement sur les selles, on ne va pas vraiment, en fait, regarder ce qui se passe au niveau de l'intestin grêle. Et ce qu'on voit aussi, c'est par contre que les aspirations gastriques, ils semblent pas mal refléter en fait ce qui se passe au sein de l'intestin grêle. Par la suite, j'ai commencé plus en détail pour qui était là. Donc vous voyez ici, dans les aspirations gastriques et duodénales, on a beaucoup de Bacteroidetes, on a aussi pas mal de firmicutes et de protéobactéries, plus des fusobactéries, tandis que dans les selles, on a une majorité de Bacteroidetes, de firmicutes, et on a aussi d'autres phyla, par exemple les ténéricutes ou les verrucomicrobiota, en fait, qui sont beaucoup moins prévalents dans les aspirations duodénales et dans les aspirations gastriques. Et de là, en fait, on est allé encore plus en détail et on s'est dit, bon, donc on a des phyla, en fait, qui sont différents selon les endroits, mais est-ce que du coup, on trouve aussi des signatures, en fait, qui sont liées à la malnutrition chronique si on regarde juste un compartiment? Et comme vous avez vu, on a le plus d'échantillons pour le compartiment des selles, et pour cette raison, à ce stade, on s'est quand même focalisé sur les selles. Sur ce graphe, vous voyez maintenant ici à gauche la différence si on compare les enfants malnutris par rapport aux enfants normonutris. Donc ça veut dire, les chiffres ici vont dire, par exemple, s'il y a un point qui est près du 5, ça veut dire qu'il y a 5 fois plus de ce groupe de bactéries dans les enfants malnutris chroniques que dans les enfants normonutris. Et si c'est de ce côté, ça veut dire qu'ils sont moins prévalents. Donc on voit déjà, et ici vous avez les différents groupes de bactéries. Et comme vous voyez déjà, on a quelques groupes de bactéries qui sont plus prévalents chez les enfants malnutris chroniques, et on a beaucoup de groupes de bactéries en fait, qui sont moins prévalents chez les enfants qui sont malnutris chroniques.
Et si nous regardons maintenant en plus de détails de qui est-ce qui sont ces bactéries, on voit que tous les groupes de bactéries ici indiqués avec une étoile jaune sont des bactéries d'origine oropharyngée. Donc on a vraiment beaucoup de différents types de bactéries oropharyngées qui sont plus prévalents chez les enfants malnutris chroniques par rapport aux enfants sains. Et on a aussi 2 représentants d'entéropathogènes qui sont plus prévalents chez les enfants malnutris chroniques, notamment des Escherichia coli et aussi des campylobactères. D'autre part, on a tout un panel de bactéries en fait, qui sont moins prévalents. Et quand vous regardez les couleurs, vous voyez qu'ils ont presque tous la même couleur, qui correspond en fait à des Clostridies. Et les Clostridies, c'est un groupe de bactéries assez particulier parce que c'est les producteurs majeurs en fait, du butyrate. Donc, les enfants malnutris chroniques, ils ont une diminution dans beaucoup de producteurs de butyrate. Et on peut donc spéculer qu'ils ont aussi moins de butyrate qui est produit dans leur intestin. Par la suite, en fait, je me suis intéressée à savoir, bon, mais cette signature, est-ce que c'est quelque chose en fait, qui est juste un peu aléatoire? Donc, est-ce que ça n'a pas forcément une signification biologique? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment conservé? Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut le trouver en même temps en Centrafrique et à Madagascar de façon indépendante? Et comme vous voyez sur ces 2 graphiques, quand je stratifie mes données soit sur la Centrafrique ou sur Madagascar, je retrouve un peu le même tableau. Donc ici, j'ai de nouveau plusieurs souches ou plusieurs taxa en fait, oropharyngés qui sont surreprésentés. J'ai aussi les campylobactères et les Escherichia coli surreprésentés, de même pour Madagascar. Et j'ai de nouveau les Clostridies dans les 2 pays qui sont diminués. Et si on regarde de plus près, on voit aussi qu'il y a même plusieurs genres de bactéries qui sont exactement les mêmes, qui sont soit plus prévalents, soit moins prévalents. Et ceci veut vraiment dire que cette signature, elle n'est probablement pas aléatoire, mais elle est vraiment en fait étroitement liée à ce syndrome de la malnutrition chronique. De là, en fait, je me suis dit, bon, mais ces bactéries orales, en fait, on les a déjà vues. On les a déjà vues, en fait, dans la surcroissance bactérienne dans l'intestin grêle. Et donc, l'idée était là de se dire, bon, mais vu que, en fait, toute chose descend dans le tractus gastro-intestinal, est-ce que ces bactéries sont peut-être les mêmes qui ont mené, en fait, à la surcroissance plus haut? Et si on compare les genres de bactéries qui sont présents dans les aspirations duodénales avec ceux qui sont plus prévalents chez les enfants malnutris chroniques, on peut voir qu'il y a plusieurs des genres en fait, des bactéries qui sont présentes dans le duodénum qui se retrouvent par la suite aussi en plus grosse quantité dans l'intestin d'un enfant malnutri. Avec tout ça, on peut après commencer à en déduire en fait un modèle à comment tout ce microbiote chez les enfants malnutris chroniques pourrait être dérangé. Donc, je vous ai mis à gauche un tractus gastro-intestinal normal. On voit qu'il y a 4 différents écosystèmes, si on peut dire. Donc, on a la bouche, l'estomac avec surtout des lactobacilles, des Helicobacter pylori, le duodénum qui est surtout caractérisé par des streptobacilles et des lactobacilles, et on a les selles en fait où il y a beaucoup de différents genres de bactéries qui ont été décrites. Par contre, dans nos enfants malnutris chroniques, on a en fait ce qu'on appelle une décompartimentalisation. Donc on a l'estomac et le duodénum qui ont une homogénéisation de la flore. Donc la flore, elle devient très similaire. En plus, on a une surcroissance bactérienne au niveau de l'intestin grêle. Et cette surcroissance est caractérisée par la forte présence de bactéries oropharyngées. Et on a aussi quelque chose que je ne vous ai pas montré avant, mais c'est que en fait, les selles biliaires qui normalement sont restreintes au duodénum sont maintenant aussi retrouvées dans l'estomac. En même temps, quand on regarde dans les selles, on voit qu'on a une surreprésentation des bactéries oropharyngées chez les enfants malnutris chroniques et qu'on a aussi une surreprésentation d'entéropathogènes et qu'en même temps, on a une sous-représentation de producteurs de butyrate. Et ça, c'est important pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le butyrate, c'est nécessaire pour que les entérocytes en fait, puissent se nourrir. Donc, le butyrate, c'est un de leurs nutriments préférés. Et en même temps, le butyrate, il est aussi impliqué dans ce qu'on appelle la résistance à la colonisation. Donc, en fait, si les niveaux de butyrate sont hauts, les pathogènes, ils ont beaucoup plus de mal à s'installer que quand ces niveaux sont plus bas. Et si on revient sur cette signature des bactéries orales,
je me suis aussi posé la question, je me suis dit, bon, mais est-ce que en fait, c'est quelque chose qu'on observe, mais il n'y a pas vraiment de raison en fait, physiopathologique pourquoi c'est le cas, ou est-ce que ça pourrait en effet être quelque chose qui peut contribuer à la physiopathologie de la maladie? Et pour ça, en fait, je me suis plongée dans la littérature qui existe sur la présence de bactéries orales dans les selles, et très vite, j'ai compris que dans beaucoup d'autres maladies en fait, inflammatoires, par exemple les MICI ou aussi le cancer colorectal, on a retrouvé une signature un peu similaire, donc des bactéries orales qui se retrouvaient au mauvais endroit. Et ce qui était très excitant, c'est que cette année, il y a eu une publication dans Science qui a montré que certains de ces bactéries orales, quand ils étaient transmises dans une souris axénique, pouvaient effectivement en fait, mener à une inflammation, donc que ces bactéries orales n'étaient pas simplement là, mais qu'ils avaient vraiment un rôle actif dans l'inflammation de l'intestin de ces souris qui étaient gavées avec ce microbiote. Et la même chose était aussi montrée avec un autre membre de la flore buccale qui est Porphyromonas. Dans une publication, ils ont également gavé et qu'ils ont pu montrer que aussi cette bactérie avait effectivement des propriétés pro-inflammatoires. Par contre, comme vous avez vu, ce qu'on devrait vraiment faire pour être sûr que notre bactérie ou nos bactéries oraux ont aussi un effet inflammatoire, c'est de prendre ces microbiotes, les mettre dans une souris axénique et vraiment de voir est-ce que du coup nos souris ils vont avoir une inflammation augmentée ou est-ce que c'est juste quelque chose en fait qui est observé mais qui n'a pas vraiment de raison en fait physiopathologique. Et avec ça, j'aimerais conclure donc, sur les résultats qu'on a eus jusque-là. Comme je vous montrais, on a pu voir qu'il y a une différence claire dans la flore retrouvée au niveau de l'intestin grêle et des selles. Et je pense que ça, c'est très important parce que ça nous dit que pour des études sur l'entéropathie environnementale et la malnutrition chronique, on devrait vraiment regarder au site même du crime et pas seulement dans les selles. Après, on a vu qu'on a une décompartimentalisation du tractus gastro-intestinal. Donc, en fait, qu'il y a un problème dans les compartiments qui n'est pas retrouvé chez les enfants sains. Et on a aussi trouvé une première signature très intéressante pour le retard de croissance, ce phénotype oral et aussi des réductions dans les producteurs de butyrate. Par contre, en fait, il faut mentionner que pour avoir des résultats un peu plus détaillés, par exemple pour aussi comparer la signature des aspirations duodénales entre les enfants malnutris modérés et sévères, ou pour savoir si cette signature est propre à la malnutrition chronique ou si ça reflète plutôt l'entéropathie environnementale sous-jacente, il faudra avoir plus d'échantillons. Et là qu'on a presque recruté tous les enfants, je pense qu'on va avoir bientôt plus de données et qu'on serait en mesure de faire des modèles encore plus affinés. Et pour les perspectives, comme vous avez vu beaucoup sur les derniers cours, il serait nécessaire... D'abord, en fait, bien sûr, j'aimerais aussi regarder le rôle que le microbiote a dans l'entéropathie environnementale. Toutes les données que je vous ai montrées étaient sur la malnutrition chronique. Donc la question, c'est aussi, est-ce que c'est la même signature qui est retrouvée associée avec la malnutrition chronique et avec l'entéropathie environnementale, ou est-ce que c'est deux choses à part? Et après, c'est aussi de modéliser le rôle du portage asymptomatique de pathogènes, de l'eucaryome et de différents autres facteurs qui forgent le microbiote et de regarder est-ce que ces facteurs ont un rôle sur le microbiote et à travers le microbiote, est-ce qu'ils ont en fait un rôle sur l'entéropathie environnementale et l'écosystème de l'intestin. Et finalement, on aimerait aussi analyser les éventuelles associations de ce microbiote avec le statut du système immunitaire et aussi le développement cognitif. Et pour finir, j'aimerais juste revenir sur une image que le professeur Sansonetti vous a déjà montrée la dernière fois. Donc, l'entéropathie environnementale, c'est vraiment en fait un exemple parfait de ce qu'on appelle un syndrome qui répond au postulat de corps écologique. Donc là, on n'est vraiment plus en face d'un pathogène qui mène à une maladie, mais vraiment de tout un écosystème qui consiste du microbiote, des parasites, de différentes infections subcliniques, de la nutrition et de tout un ensemble de facteurs qui mènent à un écosystème au niveau de l'intestin. Et c'est vraiment tout cet écosystème qui probablement mène au syndrome. Et donc c'est ça l'entité infectieuse et pas seulement une bactérie ou une autre. Et avec ça, j'aimerais remercier tout d'abord Philippe Sansonetti qui m'a accueilli dans son équipe et qui a eu le courage de
de monter avec moi ce projet AfriBiota. C'était un projet de longue date, si on peut dire, et je suis assez excitée que finalement, en fait, on arrive à avoir les premiers résultats. J'aimerais aussi remercier Laura Parfrey et Brett Finlay au Canada qui étaient impliqués dans les analyses avec le microbiote. Et finalement, les équipes à Madagascar et à Bangui et tout le comité de pilotage d'AfriBiota et bien sûr vous pour votre attention.